Bien, eh bien, rebonjour à tous. Je vais vous parler avec Ava de attachement et élaboration. C'était la mentalisation à l'origine, mais Ayala n'a pas pu se rendre disponible. Du coup, Ava va un peu prendre la relève au pied levé, et je la remercie à côté de ça, pour parler plus généralement de l'élaboration. Ce qui était convenu, alors dans le titre, c'est pas forcément très explicite, mais ce qui avait été convenu, c'est que je vous parle un peu de mon meilleur ami. Donc c'est un entretien d'attachement que j'ai élaboré pour mesurer différentes relations à la fois, parce que souvent les outils mesurant l'attachement, c'est soit spécifique à une relation, comme dans la situation étrange par exemple, c'est vraiment par rapport à une figure d'attachement spécifique, soit c'est un état d'esprit général, souvent c'est ça chez les adultes. Et donc cet outil-là permet d'évaluer différentes relations à la fois de manière spécifique, mais multiples, parce qu'on se focalise sur plusieurs relations. Anciennement, il s'appelait l'ACI, comme je viens de le dire, il évalue spécifiquement différentes relations, y compris, il y a les parents, bien sûr, ça peut être un parent de substitution, mais on peut aussi investiguer les relations de couple, donc le premier conjoint, deuxième conjoint, après on choisit en fonction des besoins les relations qu'on va investiguer. Et dans cet entretien, on va d'une part regarder ce qu'il en est du ressenti de la personne dans le cadre de la relation qu'on investigue, donc ça va nous renseigner sur son niveau de sécurité. Et on a par ailleurs une évaluation des stratégies d'attachement, échelle d'inhibition et d'hyperactivation du système d'attachement, qui correspond à ce qu'on connaît comme étant l'attachement évitant ou anxieux, préoccupé. L'intérêt de cet outil par rapport à d'autres outils, c'est que les autres outils, souvent, alors soit c'est auto-rapporté, je réagis de telle façon, je me sens de telle façon dans telle situation, ou avec l'AI, qui est un peu le gold standard, c'est vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire comment on a intégré ces expériences d'attachement et comment on traite finalement l'information. Dans l'AMI, il y a à la fois ce versant représentationnel qu'on trouve généralement dans les autres outils, mais aussi un aspect comportemental. C'est-à-dire que l'inconvénient de la plupart des outils, c'est que la personne, elle dit qu'elle aime garder ses distances, par exemple, mais on ne sait pas dans les faits si ça correspond vraiment à ça. Alors là, ce n'est pas non plus une mesure d'observation, on n'est pas là réellement pour observer comment la personne se comporte, mais je vais admettre la personne. On n'est pas là pour vraiment mener une enquête, hein, c'est pas le but, c'est plutôt comment la personne décrit avoir réagi dans différentes situations, et en fonction de la manière dont elle décrit ce qu'elle a fait concrètement, ça va nous renseigner sur ses comportements d'attachement. Alors. Ouais, mais j'admettais des gens qui... à distance. Ouais. Cet entretien me permet aussi une évaluation de la désorganisation. Donc là, on est un peu revenu aux sources de la définition d'origine de la désorganisation, c'est-à-dire un attachement dans lequel la personne ne sait pas finalement si elle doit aller vers l'autre ou au contraire garder ses distances. Donc c'est vraiment ce mélange des deux dimensions, inhibition et hyperactivation, vis-à-vis d'une même personne, que on va pouvoir inférer le niveau de désorganisation, sachant qu'on n'est pas dans un schéma catégoriel, c'est vraiment plus on a ces deux stratégies incompatibles simultanément, plus le score de désorganisation va être élevé. Mais ça peut aussi être observé à un niveau relatif.
Donc la grille d'entretien, on y évoque des situations de détresse, de vulnérabilité, quand est-ce que la personne, est-ce qu'il y a eu une fois où elle a eu peur, donc ça se veut assez large et c'est à la personne justement spontanément de dire ce à quoi elle pense, comme si elle a un souvenir d'avoir été malade et comment ça s'est passé à ce moment-là, d'avoir été en danger, d'avoir subi des changements majeurs, d'avoir perdu un proche, enfin voilà, différentes situations où a priori on est dans une situation de vulnérabilité, et aussi des situations de menace pour la relation, alors menace réelle ou fantasmée, donc ça peut être à l'occasion de séparation physique, de conflits ou de rivalité. Donc ces différents aspects sont investigués, et comme je vous disais, il y a une évaluation de la sécurité à travers le ressenti de la personne par rapport à ce qu'elle ressentait dans la relation. Donc à chacune de ces situations, on demande à la personne comment elle s'est sentie. Et à côté de ça, on va aussi demander pour évaluer la stratégie d'attachement, qu'avez-vous fait, comment avez-vous réagi. Donc là, on veut vraiment des éléments concrets sur qu'est-ce qu'elle a fait concrètement. Est-ce qu'elle est allée pleurer dans ses bras? Est-ce qu'elle est allée s'enfermer dans les toilettes? Enfin bon, peu importe. Donc ça va vraiment nous donner des indications assez claires de sa stratégie comportementale d'attachement. Et puis, donc là, ça s'inspire de l'AI et des observations de Bowlby sur la cohérence du discours. C'est-à-dire que on va regarder si les descriptions générales que donne la personne collent avec les souvenirs spécifiques qu'elle donne par ailleurs. Et souvent, je vais expliquer en quoi cette cohérence du discours, et plutôt l'incohérence même, va être révélatrice en termes d'attachement. Alors, la sécurité. Donc, Bowlby avait introduit la notion d'exclusion défensive, qui renvoie au fait que quand une expérience est intolérable pour la personne, par exemple un sentiment de rejet ou même de la colère contre le parent, mais c'est quelque chose qui est compliqué dans la relation et contre-productif en un sens, que parfois il est plus simple de refourguer ça un peu au fond de sa tête et faire comme si ça n'existait pas. Donc ça peut aussi être induit lorsque le parent bannit ou déforme une information. Par exemple, si le parent a eu un comportement déplacé, par exemple, et que le parent dit « mais non, c'est pas ça qui s'est passé, tu te fais des idées ». Donc du coup, l'enfant ne sait plus trop quoi penser, donc il y a une forme d'interdit par rapport à certaines pensées, par rapport à la réalité de ce qui a été vécu. Ce qui fait que dans ce scénario, l'information relative à l'expérience n'est pas intégrée au système de représentation. Donc à la fois il y a le vécu qui forcément a existé et à la fois la représentation qu'on s'en fait en fonction justement des interdits parentaux qui sont plus ou moins explicites. Donc, pour en revenir à l'entretien, donc ce qu'on observe, donc c'est une sorte de conséquence de l'exclusion défensive sur la manière dont on intègre l'information par rapport à son vécu. Et cette non-intégration de certaines informations qui sont entre guillemets interdites vont s'observer à travers des contradictions au sein du discours. C'est-à-dire que la personne peut décrire à côté de ça, et c'est ça qui est assez troublant parfois, c'est que la personne peut décrire des comportements parentaux, par exemple, assez maltraitants, mais à côté de ça, dire du parent que c'est quelqu'un de formidable, chaleureux, etc. Enfin, occulter complètement ces aspects du vécu dans la représentation que la personne s'en fait plus généralement. Donc pour que ce soit un peu moins abstrait, je vous ai mis des petits extraits d'entretien où on voit un petit peu quelle forme ça peut prendre. Donc, quand il décrit la relation avec sa mère, ce jeune homme dit « j'étais pourri gâté ». Donc voilà, on a un peu cet a priori sur la relation. Et puis, quand il s'agit de raconter des souvenirs spécifiques, il raconte d'une part, donc textuellement, quand j'étais en colo, je me souviens que tous les autres, ils recevaient des colis de leurs parents, des lettres, des gâteaux ou je sais pas quoi.
Et moi, j'étais le seul à rien avoir. Donc déjà, on se dit, bon, c'est pas lui qui était pourri gâté, enfin, il n'y a pas vraiment de cohérence. Non, je me sentais pas mal, donc il se répond à lui-même en fait. C'est comme si il venait de réaliser qu'il se contredisait. Non, je me sentais pas mal. Après tout, j'étais en vacances et pas ma mère. Je savais qu'elle n'avait pas le temps. Et ça ne faisait rien parce que mes potes partageaient leurs trucs avec moi. Donc là, on voit qu'il rationalise pour bien occulter cette représentation d'une mère qui l'a oubliée en quelque sorte. Et puis, autre extrait, toujours de la même personne. Pour mon anniversaire, j'avais eu un magnétophone bien plus jeune que mes frères et sœurs. Bon, à mon époque, c'était devenu beaucoup moins cher. Donc il était bien parti, mais quelque part, il y a quand même, on sent qu'il y a un dilemme chez lui, à la fois l'idée qu'il a été gâté, à laquelle il s'accroche, à laquelle il veut croire, et une certaine réalité qui vient contredire cette image. Donc c'est en ça qu'on parle de contradiction ou de manque de cohérence dans le discours, et ce manque de cohérence est associé à un vécu d'insécurité. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant à relever dans le cadre d'un entretien de recherche, mais aussi en clinique, parce que souvent ce manque de cohérence, ça témoigne d'une difficulté à admettre certains aspects de son vécu qui sont difficiles. Donc l'incohérence en elle-même va être un indice d'insécurité. Bon, je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'a pas assez de temps sur qu'est-ce qu'on regarde pour la sécurité, mais disons que ça c'est déjà un premier indicateur. Concernant les stratégies secondaires, donc comme je disais, il y a le versant représentationnel où là on va vraiment regarder la manière dont les informations émotionnelles sont traitées. Est-ce que la personne elle arrive à passer d'affect négatif à positif, ou est-ce que c'est clivé, que tout était tout rose ou tout était tout noir. Voilà, cette facilité à passer de l'un à l'autre, est-ce qu'elle est présente ou non. Donc ça va nous renseigner aussi sur l'attachement, parce que, enfin bon, je vais en dire plus après. Les comportements, attendez, j'admets quelqu'un qui est en salle d'attente. Donc les comportements, donc je vous ai cité deux exemples. Est-ce que la personne saute dans les bras de sa figure d'attachement, ou est-ce qu'au contraire elle s'enferme dans son coin? Voilà, donc les comportements, on va regarder en termes de recherche de proximité ou d'attention, parce que c'est pas toujours physique au sens strict. Donc là, est-ce que voilà, la personne se situe plutôt dans ce versant-là, ou à l'inverse du côté de l'évitement. Donc vous aurez compris avec mes deux exemples où vont chacun de ces exemples. Alors plus globalement, l'inhibition du système d'attachement, qu'on appelle aussi couramment la désactivation ou l'attachement évitant, sauf que là c'est des dimensions, c'est pas des catégories. Donc c'est-à-dire que son système d'attachement, c'est-à-dire la propension qu'on a à aller vers les autres, enfin vers ces figures d'attachement pour retrouver un sentiment de sécurité quand on est stressé ou inquiet ou autre, cette tendance-là, elle est inhibée, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas aller vers l'autre. Donc comment ça va se traduire dans l'entretien ? Eh bien déjà, pour ne pas aller vers l'autre, le moyen le plus efficace, c'est de se convaincre qu'on n'a pas besoin d'aller vers l'autre. Donc ça va se traduire par une tendance à se détourner des questions d'attachement, mentalement, mais parfois à un niveau moins extrême. C'est au niveau des comportements que la personne va réfréner son élan. Ce qui fait que les personnes qui ont un score modéré, l'inhibition va s'observer à un niveau comportemental uniquement. Par exemple, quand elle dit « je faisais semblant que ça ne me faisait rien », donc ça sous-entend que, enfin voilà, elle faisait semblant, c'est-à-dire que ça lui faisait quelque chose. Donc intérieurement, il n'y a pas d'inhibition, mais au niveau des comportements, il y en a une. Et les scores élevés, par contre, il y a le versant comportemental toujours, mais il y a aussi le versant représentationnel, c'est-à-dire que la personne se convainc elle-même que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin d'aller vers l'autre.
donc je m'en fichais de toute façon. Voilà, mais on sent que c'est plus une réaction de prestance qui la pousse à dire ça qu'une... Enfin bon, ça, c'est une phrase en elle-même, elle veut rien dire, mais quand on a l'entretien complet, ça permet de voir si ça relève de l'inhibition ou pas. Concernant l'hyperactivation, donc c'est la stratégie inverse, c'est-à-dire réclamer toujours plus, attirer, accaparer l'attention de la figure d'attachement pour pas qu'elle puisse faire autre chose et délaisser la personne. Donc ça va se traduire dans l'entretien par une focalisation sur la figure d'attachement et une tentative d'attirer l'attention ou d'obtenir la proximité. Donc voilà, dans les réactions que la personne va décrire de comment elle a réagi quand elle était malade, quand elle était stressée ou autre, ça va nous renseigner sur ça. Est-ce qu'elle a tendance à toujours être après la figure d'attachement ou pas, ou juste un petit peu. Donc là aussi, on a le versant représentationnel qui là va être plus dans les scores modérés, c'est-à-dire que la personne, elle a envie qu'on s'occupe d'elle, mais c'est pas à un point tel que elle n'arrive pas à envahir l'autre. C'est-à-dire que voilà, c'est dans sa tête, elle aimerait, il y a une sorte d'attente vis-à-vis de l'autre, mais qui n'est pas forcément exprimée. Donc là, c'est surtout représentationnel, donc ça correspond au score modéré, alors que dans le score élevé, il y a toujours ça, toujours des attentes fortes, mais qui débordent en quelque sorte et qui font que la personne est beaucoup dans la demande, voire la plainte, pour obtenir l'attention de la figure d'attachement. Alors, j'ai prévu un petit exercice pour vous réveiller après ce repas rapide, mais néanmoins copieux. Donc voilà, je vous ai mis un petit extrait qui permet de voir que dans ces quelques lignes déjà, on voit pas mal de choses sur la sécurité et les stratégies d'attachement de la personne. Alors, je vous le lis et en même temps, je vous invite à essayer de repérer des éléments dont je viens de vous parler. Alors la personne, donc une femme qui raconte je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas me prendre moi aussi, je ne comprenais pas, c'était une histoire de ne pas comprendre, de dire pourquoi il veut que je dois faire plus, c'était la sensation, pourquoi est-ce que je dois faire plus pour plaire finalement moins que les autres, on cherche moins ma compagnie que les autres, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après j'ai trouvé d'autres activités, oui, je faisais d'autres trucs, soit avec ma mère, soit avec des amis, qui me faisaient moins y penser, je pense. Bon, alors, le côté haché du discours, ça c'est normal parce que si vous tapiez exactement ce que je dis, je suis sûre que ce serait 10 fois pire. Donc, c'est pas tant ça qui va nous intéresser ici que voilà, ce qu'elle raconte. Donc, est-ce que déjà vous avez une petite idée de son style d'attachement? Est-ce qu'elle est sécure, insécure? Insécure. Alors c'est difficile parce qu'en fait il y a à la fois des éléments de sécurité et à la fois des éléments d'insécurité. Donc je les ai mis en vert ici. Donc les éléments d'insécurité, ils sont faciles à repérer. Hein. Elle fait part d'un sentiment de rejet, d'exclusion. Donc ça c'est assez explicite. Alors où est la sécurité là-dedans? Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas ultra insécure? Comment? En fait, c'est le fait qu'elle soit capable d'en parler qui témoigne d'une relative sécurité. Parce que si vraiment c'était insupportable pour elle ce qu'elle a vécu, elle ne serait pas capable d'en parler. Et là, le fait qu'elle puisse le dire, c'est qu'au moins au niveau des représentations, elle a assimilé le fait que c'était comme ça. Même si ça l'a pas laissée indifférente, et elle le dit. Donc cette capacité à pouvoir le dire, ça témoigne du fait qu'elle est quand même pas si insécure que ça. Mais ce qu'elle raconte, c'est sûr que c'est pas non plus, on n'est pas au top de la sécurité non plus. Alors, par rapport, on revient à la version en noir, par rapport, alors attendez, je sais plus ce que
Oui, donc voilà, si vous voulez, la partie en vert, donc c'est ce qui nous fait penser qu'elle est sécure, pas, enfin, attendez, non, c'est plutôt, ouais, enfin bon, vous m'avez compris. Bon, alors après, au niveau des stratégies d'attachement, est-ce que là, on a des éléments qui peuvent être révélateurs? Alors, je vais vous... On a, en termes d'inhibition, on voit qu'est-ce qu'elle fait au final. Donc, au départ, au niveau des représentations, elle est capable de dire oui, ça n'allait pas. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa mère ou des amis, faire d'autres activités. Donc là, on est vraiment dans l'évitement. Donc là, on est plus dans. Elle n'est pas en train de dire mais papa, occupe-toi de moi. Elle est en train de. Elle va faire autre chose. Elle s'occupe à autre chose avec d'autres personnes. Donc là, on voit clairement qu'il y a une stratégie d'inhibition qui est à l'œuvre, hein, pour switcher de son père vers d'autres activités ou d'autres personnes qui, je cite, lui faisaient moins y penser. Donc on a de l'inhibition, clairement. Mais on a aussi de l'hyperactivation, parce qu'il y a quand même ce côté, ah ouais, il ne s'est pas occupé de moi, j'étais exclue, etc. Donc au niveau représentationnel, alors vous allez, je sens de la confusion qui... Et justement, c'est ça la différence de l'AMI, c'est que souvent on est sécure, évitant, etc. Là, on peut être un peu de tout, plus ou moins, à des doses, c'est une question de dosage. Donc là, on voit que, pour le coup, elle est clairement un peu de tout. Elle est à la fois un peu sécure, un peu insécure. Elle est un peu évitante, mais alors pourquoi dans l'hyperactivation? Parce qu'il y a ce côté, elle a des attentes, ou elle en avait, et on a presque l'impression qu'elle en a encore, des attentes vis-à-vis de son père. C'est pas quelque chose de digéré, cette histoire. Donc ce côté encore vif de la relation, vif mais plus dans la douleur, ça relève plus de l'hyperactivation. Donc, mais bon, c'est pas non plus, c'est de l'hyperactivation au niveau des représentations, donc une hyperactivation modérée qui n'est pas non plus au maximum. Donc voilà, il y a vraiment, c'est pas parce que, enfin, ça montre aussi que entre les comportements, ce qu'on rapporte de comment on s'est senti et donc les représentations, le ressenti et les comportements, ça va pas forcément de pair. La désorganisation, donc comme je disais. Donc il y avait Bowlby déjà qui avait parlé de système ségrégé concernant la figure d'attachement, donc c'est un peu, ça rejoint la notion d'incohérence dont je parlais juste avant, qu'on a une représentation dans les grandes lignes positives de la figure d'attachement et en même temps une autre négative mais qui vient vraiment contredire. C'est pas une question d'être nuancé, c'est vraiment deux aspects incompatibles qui coexistent. Et Main et Solomon, dans leur analyse des réactions des bébés, ont mis en lumière justement le fait que ces bébés dits désorganisés avaient des stratégies d'attachement incompatibles, c'est-à-dire que il y avait une partie d'eux qui allait vers le parent et une autre qui le fuyait. Donc on avait du mal à voir ce qu'ils cherchaient, est-ce qu'ils veulent s'en approcher ou l'éviter. Donc on a repris vraiment cette conceptualisation-là de la désorganisation, où on va regarder s'il y a à la fois de l'inhibition et de l'hyperactivation qui se mélangent. Et bon, après il y a un calcul qui a l'air savant mais qui est très simple à faire et qui permet de, plus, comme je disais avant, plus on est à la fois évitant et préoccupé en même temps, plus on va être désorganisé. Mais si on est juste l'un sans l'autre, c'est pas désorganisé. Donc si on est juste évitant, il n'y a pas de désorganisation. C'est vraiment le fait d'être les deux à la fois, dans la même relation. Donc là, comme on voit que vis-à-vis de son père, il y a à la fois ce côté
bouillonnant, qui a des attentes fortes, et ce côté je vais m'occuper l'esprit ailleurs. Là encore, on est dans une relative désorganisation, mais qui n'est pas massive, qui est assez courante. À côté de ça, on a un système de classification qui n'est pas franchement validé, mais qui peut être aidant pour coder un entretien, parce que parfois ça permet de mettre une sorte d'étiquette sur comment la personne fonctionne. Bon, je ne vais pas tous les passer en revue, mais les voilà. Et puis, l'AMI permet aussi d'avoir des scores de variation, c'est-à-dire parce que ce qui est intéressant, c'est que, a priori, les personnes qui ont un fonctionnement rigide, et on le voit dans les troubles de la personnalité vraiment à l'extrême, c'est des personnes insécures plus. Donc, cette rigidité du scénario relationnel, on peut l'évaluer avec l'AMI, parce que justement on va pouvoir évaluer chaque relation spécifiquement et on va voir si c'est toujours pareil ou si au contraire il y a une certaine fluidité, fluctuation possible. Et donc là c'est pas le cas qu'on a vu, mais j'ai repris des scores d'un autre cas. Et ça permet de voir aussi, par exemple, dans la relation au conjoint, est-ce que ça ressemble à une autre relation avec un des parents, par exemple. Donc là, on voit par exemple qu'en termes de sécurité, elle reste quand même, elle a du mal à décoller au-dessus de 4, sachant que ça va jusqu'à 8 pour les 3 premières échelles et jusqu'à 16 pour la désorganisation. Donc voilà, elle a du mal, et c'est quand même assez installé, ce niveau de sécurité. Donc c'est intéressant aussi, alors là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais souvent les personnes, j'avais fait une étude justement avec l'AMI, où je me suis aperçue que les personnes, la manière dont elles parlaient de leur conjoint, souvent c'était très proche de la manière dont elles parlaient de leurs parents. Oui, ils ne faisaient pas attention à moi, nanana. Et en fait, on s'apercevait que c'était la même chose vis-à-vis de un ou voire les 2 parents. Donc souvent, il y a une répétition qui s'opère, et a fortiori chez les personnes insécures. Donc voilà. Et ça permet... J'y reviendrai. Alors, on peut se dire, d'accord, c'est censé mesurer les comportements, mais on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rajouter l'AMI à une étude longitudinale où des enfants étaient suivis de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Et donc, ils ont passé l'AMI à 23 ans. Et on a évalué l'attachement à intervalles réguliers entre ces 2 âges. Et du coup, j'ai fait un score cumulé d'attachement avec ces autres mesures d'attachement où justement on observait le comportement de l'enfant, etc. Et ça nous donnait globalement, sachant c'est pas parce qu'on est sécure un jour qu'on est sécure toujours, et pareil pour les autres catégories. Donc voilà, ce score cumulé donnait une sorte d'aperçu global du stock entre guillemets de sécurité ou d'insécurité de la personne. Donc ces scores cumulés qu'on a calculés à partir de ces mesures longitudinales étaient significativement corrélés avec les scores à l'AMI dans la relation avec la mère. Sachant que ces mesures qui ont été faites, le plus souvent, ça concernait la relation avec la mère. Donc voilà. Et quand on regardait la corrélation entre ces scores cumulés avec l'AIC et le gold standard, on n'a rien trouvé. Et toc. Donc, alors, l'intérêt de l'AMI aussi, c'est que ça permet de voir les effets cumulatifs ou compensatoires d'une relation sur l'autre. Parce qu'on a un peu tendance à penser il est insécure, il est évitant, mais en fait on peut être sécure avec une personne, évitante avec une autre, enfin voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc là on va pouvoir, alors après quand on est insécure avec sa mère, insécure avec son père, insécure avec son conjoint, là oui on peut commencer à dire que la personne est insécure. Donc on va pouvoir voir s'il y a des effets cumulatifs, mais aussi des effets compensatoires. Ah je suis sécure avec ma mère mais pas avec mon père. Donc du coup, du coup on a pu commencer des études là avec Camille Danner-Toiti qui présentera demain, et Anne-Sophie Debord ici présente et qui présentera juste après moi, donc on a pu montrer justement cet effet cumulatif où
Mais du coup, s'il n'y a pas ce cumul et que le père, en l'occurrence, donc là, c'était une étude sur le trouble de la personnalité borderline à l'adolescence. On s'est aperçu que les ados qui étaient désorganisés avec leurs deux parents étaient beaucoup plus à risque de présenter ce trouble par rapport, alors que quand il y avait au moins une des relations avec les parents qui n'était pas désorganisée, tout de suite ça faisait diminuer de beaucoup le risque d'être borderline. Donc on voyait vraiment cet effet cumulatif, mais à l'inverse, si on regarde le verre à moitié plein, on voyait que le fait d'avoir au moins une relation qui fonctionnait à peu près bien, c'était un facteur protecteur par rapport au trouble. Par rapport à la répétition d'abus sexuels, bon, j'en avais parlé l'année dernière, on a pu voir donc en ayant évalué les relations avec la mère, le père et le conjoint, on a pu voir que le conjoint jouait un rôle clé. Alors bon, je ne vais pas m'étaler parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà. L'effet protecteur de la figure d'accueil chez des enfants placés aussi, que bon, même si on a été maltraité, alors ça ne veut pas dire que c'est pas grave, mais disons que l'effet de la maltraitance avec ses parents biologiques va être légèrement atténué. Je dis bien légèrement parce qu'il ne faut pas non plus rêver, il y a quand même une réalité qui reste là, mais ça estompe un peu les effets de la maltraitance subie à l'égard, enfin, de la part des parents biologiques. Donc les applications cliniques dont Ava va vous parler plus amplement, dans les grandes lignes, ça permet donc de comprendre un ressenti actuel à la lumière des expériences passées, d'identifier un phénomène de répétition, est-ce qu'on a un modèle interne opérant envahissant, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à tout voir selon le même spectre, et puis ça permet aussi d'identifier une éventuelle relation clé pour la prévention, donc s'appuyer justement sur cette relation qui s'est mieux passée pour s'appuyer là-dessus pour aider la personne à évoluer un peu dans sa représentation de ce que peut être une relation. Voilà, donc je laisse la parole à Ava.